Donc, concernant les principaux éléments du cadre réglementaire pour cet appel à projet, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dispositif national qui va mobiliser une aide d'État qui est déclinée donc, dans toutes les régions en France et qui privilégie donc pour les transitions agroécologiques une action collective. Les GI2E, c'est très simple, il n'y a que 5 textes qui résument toute la réglementation. Et parfois, c'est bien de retourner un petit peu au fondement ou si vous avez envie de vous documenter. Donc, il y a la définition des GI2E qui sont fixées par la loi d'avenir de 2014 et inscrites au Code rural. Vous avez l'instruction technique de 2014 qui vous explique toute la procédure de reconnaissance en GI2E. Vous avez un petit rectificatif en 2015 donc, qui définit de manière plus précise quelle peut être la structure porteuse éligible d'un GI2E. Et pour finir, une instruction technique en 2019 qui fixe l'accompagnement financier des collectifs avec toutes les règles d'instruction financière et un point très important sur la capitalisation. Voilà. Ces textes réglementaires, ils seront déposés sur le site de la DRAF Occitanie pour que vous puissiez les consulter à volonté. Donc, je ne vais pas revenir sur les multiples rôles de la DRAF. Il faut juste retenir sur cette diapo que la DRAF est pilote régional sur toute la procédure de l'appel à projet, sur le suivi, sur l'instruction, la sélection des dossiers, qu'on a effectivement pas mal de retours à faire avec l'échelon national pour le suivi du dispositif et pour justifier la consommation des enveloppes financières. On essaye d'articuler ce dispositif avec d'autres dispositifs au niveau de la région Occitanie et la DRAF fixe les priorités régionales en matière de sélection. On s'inscrit aussi dans la feuille de route qui est portée par la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie avec Elisa qui est ici présente et qui permet de construire, on va dire, le plan de capitalisation à l'échelle régionale et de le coordonner. Voilà. Et donc, on participe aussi à ce titre aux actions d'animation auprès des collectifs agroécologiques et en particulier leurs animateurs. Alors, diapo suivante. Cette année, une nouveauté pour l'architecture du dispositif GI2E et son appel à projet. Un seul appel à projet, donc qui va regrouper 4 volets. 4 volets. Un volet reconnaissance et les volets, les différents volets de financement, d'accompagnement financier possible, soit pour l'animation, soit pour l'émergence de GI2E, soit pour des GI2E qui ont des expériences déjà abouties sur le financement de production exemplaire. Pour tous ces dossiers de candidature sur ces différents volets, il n'y a qu'une seule date de clôture qui est le vendredi 5 avril. Voilà, pour tous les dossiers. Alors, diapo suivante. Cette architecture, en fait, ah non, là, tu as été trop vite, Elisa. Voilà. L'architecture, en fait, de l'appel à projet se base, en fait, sur les différentes périodes, phases de vie d'un GI2E. Un GI2E, on estime que généralement, il faut à peu près une phase d'1 an pour l'émergence. Cette phase d'émergence, elle permet en fait de stabiliser la composition du collectif d'agriculteurs qui est à l'origine donc de ce projet pluriannuel, de cette volonté d'expérimenter de nouvelles pratiques pour viser ce qu'on appelle une triple performance, à la fois environnementale, à la fois économique et à la fois sociale. Donc, ce collectif se constitue, il va élaborer des objectifs de travail, un plan d'action. Il va travailler sur des indicateurs de suivi, des résultats, mais aussi des moyens mis en œuvre pour arriver à ces résultats. Et toute cette démarche de construction du plan d'action se base sur la réalisation des diagnostics initiaux pendant cette phase d'émergence. Alors, la réalisation de ces diagnostics en bas de la diaporama, vous avez la méthode, l'outil préconisé, Diag Agro Eco,
Mais il n'y a pas que celui-là qui existe. Et vous avez au lien qui est indiqué tout on va dire, un petit panorama de tout ce qui peut être utilisé effectivement comme outil de diagnostic pour essayer d'évaluer la situation zéro quand on commence un projet de transition agroécologique. La phase d'émergence, c'est une phase qui est également très importante pour constituer, rechercher des partenariats. Alors, les partenariats, ils peuvent être divers et variés, soit avec l'enseignement agricole, par exemple, une exploitation support, un établissement, voilà, pour la diffusion, pour l'expérimentation, soit un organisme de recherche pour valider les résultats, soit des collectivités. Les partenariats à développer, ils sont nombreux, ils doivent déjà essayer d'être repérés durant cette phase d'émergence. 1 an donc pour faire toute cette construction du projet autour du collectif, réalisé par une structure accompagnatrice et qui va aboutir donc à une demande en reconnaissance. Alors, diapo suivante, la demande, le GI2E reconnu. Ben, le GI2E reconnu, cette reconnaissance, elle va démarrer à partir de la date de publication de l'arrêté de reconnaissance au registre des actes administratifs. Donc ça, c'est important parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir commencer effectivement le déroulé de votre plan d'action, les actions de formation, d'appui du collectif, la mise en place des essais, le suivi des indicateurs que vous avez définis pendant votre période d'émergence. Et puis aussi, phase très importante, la capitalisation des résultats qui est on va dire, abordée dès le début, dès la construction du projet. Dans la deuxième partie de ce webinaire, Elisa vous fera un point plus précis sur qu'est-ce qu'on entend par la capitalisation des résultats et comment justement la prévoir dès le dépôt des candidatures, avant même le démarrage des actions, puisqu'il faudra de toute manière la prévoir au budget prévisionnel. Alors, je vous ai mis voilà, quelques petites indications qui me paraissent importantes. Un GI2E, c'est 3 ou 6 ans, la reconnaissance, parfois 9 ans sur des projets qui nécessitent vraiment une inscription dans la durée, comme par exemple les projets en agroforesterie. Sinon, c'est 3 ou 6 ans. Et puis, 3 ou 6 ans, pendant tout ce déroulé, on peut demander effectivement l'accompagnement financier de l'animation du GI2E. Cet accompagnement financier, il est maximum d'une durée de 3 ans. Ça veut dire qu'on a différents petits scénarios possibles quand on va construire sa demande de reconnaissance. C'est ce que vous avez en bas à droite du diaporama. Soit on part par exemple sur une reconnaissance de 6 ans, ce qui nous fait une première phase d'animation de 3 ans, qui peut être suivie, complétée par une deuxième phase d'animation, là aussi de 3 ans, puisqu'un GI2E ne peut bénéficier sur sa durée de reconnaissance que de 2 accompagnements financiers maximum pour l'animation. Soit on part sur un GI2E, voilà, sur une période de reconnaissance de 3 ans, et puis une animation de 3 ans, voilà, qui est exactement calquée sur la durée du GI2E. Soit une reconnaissance de 3 ans, et là, on peut avoir une articulation différente, se dire, je vais faire une animation sur 2 ans pour démarrer mon projet, et puis redemander une animation pour la dernière année. Ces 3 exemples pour vous montrer qu'il est possible de construire différents cas de figure qui sont à réfléchir dès la constitution du dossier de candidature. Alors, étape suivante. Post-reconnaissance, voilà, le déroulé, on va dire, le GI2E a déroulé ses plans d'action, une animation, peut-être 2. Et puis au final, on arrive à des résultats, une capitalisation, de la diffusion de résultats. Et là, il a la possibilité, à partir du moment où l'expérience est aboutie, de demander le dernier volet, à savoir le financement de production exemplaire de GI2E. Là, on est dans une autre étape, c'est-à-dire qu'on va essayer de valoriser les résultats sur plusieurs collectifs ou sur une même thématique, sur un même territoire. Mais de toute façon, on va aller plus loin que ce qui était prévu dans le cadre du plan d'action du GI2E au départ. C'est quelque chose, on va dire un bonus, quelque chose de supplémentaire. Fin de reconnaissance. En fin de reconnaissance, là aussi, il y a différentes directions qui peuvent être prises. Il y a
Il y a des conversions en agriculture biologique, d'autres labellisations, des choix de labellisation bas carbone. Le projet peut continuer et s'inscrire dans la durée avec le collectif d'agriculteurs. Et puis, si jamais on a envie de prolonger, on n'a pas ce qu'on appelle de renouvellement de GI2E. Cette notion n'existe pas. J'ai eu plusieurs questions à ce sujet. La chose qu'on peut faire pour continuer l'expérience avec son collectif, c'est reposer une nouvelle candidature, soit en émergence, soit directement en reconnaissance, avec 2 conditions. Il faut que le collectif ait de nouveaux agriculteurs qui soient inscrits. Et deuxième point, le plan d'action doit être lui aussi revu avec de nouvelles actions, un nouveau projet. Voilà. Donc, sur cette partie post-reconnaissance. Et donc, oui, une question. Non, juste, ouais, il y a 2 questions. Il y a une question peut-être très rapidement là sur la reconnaissance et le volet financement là, de l'animation. Lucille de Envolver qui demande si la reconnaissance est prévue pour durer 6 ans et qu'il y a au minimum 2 financements animation mobilisables, c'est-à-dire que c'est 2 fois 25 000 euros, soit 50 000 euros pour 6 ans de reconnaissance. C'est exactement ça. D'accord. Et alors, je vois que Caroline a levé la main. Oui, merci. Simplement, je voulais mieux comprendre, vu que la reconnaissance dans l'appel à projet, la démarche simplifiée, on peut dès le départ demander pour 6 ans. Est-ce qu'il est possible de demander une reconnaissance pour 6 ans et une animation pour 3 ans? On fait 2 fois, en gros là, on fait une reconnaissance pour 3 ans et dans 3 ans, à nouveau pour 3 ans. C'est exactement ce qu'il faut faire. Cette année, vous souhaitez déposer un dossier de reconnaissance. Vous réfléchissez sur la durée. La durée doit être en adéquation avec le projet global du GI2E, 3 ans ou 6 ans. Et parallèlement à ce dépôt de candidature de reconnaissance, vous faites une première demande d'animation qui ne peut pas dépasser 3 ans. Les dépenses éligibles pour l'accompagnement financier sont prévues sur une période de 3 ans par phase d'animation. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Caroline? Oui, merci. Et donc, si on part sur 3 ans de reconnaissance, mais que derrière, on se dit, bon, en fait, 3 ans de plus, ça aurait été bien, on peut demander une nouvelle reconnaissance pour 3 ans supplémentaires? Oui, il faut refaire un dossier de reconnaissance pour 3 ans supplémentaires, mais avec cette fois-ci la contrainte d'avoir quelque part de retrouver de nouveaux agriculteurs et d'avoir d'autres actions à inscrire. On ne peut pas, c'est pas juste une question de j'ai envie de prolonger un peu. Oui. Si vous avez envie de prolonger un peu la durée de reconnaissance d'un GI2E, il faut faire ce qu'on appelle une prorogation de délai. C'est une démarche administrative qui vous permet de retarder effectivement votre plan d'action et éventuellement de modifier les dates de reconnaissance de votre GI2E. Ça peut être, il faut que ce soit justifié. Alors, ça a pu être justifié, par exemple, pendant le Covid. Ça peut être justifié parce qu'à un moment donné, la structure accompagnatrice et en particulier l'animateur ou plutôt l'animatrice, par exemple, demande un congé maternité, congé parental. Voilà. Quand il y a une interruption, on va dire légitime, on peut proposer effectivement une prorogation de délai. Très bien, merci beaucoup pour les précisions. Mais il n'y a pas de prorogation de délai de 3 ans, par exemple. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Oui. Merci. Donc, l'idée, c'est peut-être de se dire, si on s'inscrit dans la durée, partir sur 6 ans. Voilà. Il y a une autre petite question, Emmanuel, là, dans le chat concernant les diagnostics agroécologiques. Sur le volet émergence, Marjorie qui indique que son groupe le groupe qu'elle anime a été reconnu en mai 2023. Alors, elle appelle ça le groupe émergence. Donc, je pense que c'est le nom du groupe et que ce n'est pas le volet. J'espère que je comprends bien. Donc, le groupe émergence que j'anime a été reconnu en mai 2023. Nous souhaiterions candidater en GI2E cette année.
jusqu'à quelle date pouvons-nous remplir les diag agro-éco? Donc non, c'est plutôt un groupe qui est Alors, en émergence et ouais. Alors, Marjorie, je réponds à la question dans 4-5 diapos. Il y a une diapo exprès pour cette question-là qui est revenue déjà plusieurs fois. Alors, mais très rapidement, vous avez jusqu'à la fin de l'année 2024. Voilà. ok, merci. On va revenir, on va expliquer le pourquoi tout à l'heure. Oui. Et Florence. Gwenaëlle Biosivam qui a levé la main. Oui. Oui, bon. Alors moi Bonjour. j'avais une question dans le cadre d'un GI2E reconnaissance qui a duré 3 ans. Oui. Et donc du coup pour avoir potentiellement une prolongation derrière avec s'il y a des groupes de producteurs et évolution comme vous avez évoqué des actions mises en place. Est-ce que du coup, il faut repartir est-ce que du coup, je ne comprends pas bien si pour partir sur de l'émergence ou reconnaissance. En fait, je vois pas Vous bien. avez le choix. En fait, vous avez le choix entre les deux. Tout va dépendre de est-ce que le nouveau collectif il est déjà bien formé. Voilà, il y a déjà une cohésion. Est-ce que le projet, les nouvelles actions sont clairement définies? Voilà, il y a des collectifs qui souhaitent redémarrer immédiatement sur une reconnaissance et puis d'autres qui veulent se laisser un petit peu plus de temps et qui prennent ces 1 an d'émergence. Techniquement et financièrement, une émergence, c'est 12 500 € par an. Une reconnaissance, c'est 25 000 € sur 3 ans. Donc, un projet de reconnaissance, il faut vraiment être prêt, il faut le mener avec une cadence assez rapide. Alors que l'émergence, on est sur un pas de temps plus long. Voilà. Ok. Donc, ça, après, c'est des choix qui peuvent se discuter. Sur ces questions-là, moi, je peux éventuellement, si j'ai des éléments plus aboutis, plus précis sur la nature des projets, etc., je peux formuler un conseil plus personnalisé pour le collectif. Voilà. Ok. Mais Donc, après, ça reste un choix du collectif. Voilà. Ok, très bien. Merci. Parfait. Merci. Je change de diapo, Emmanuel, ou tu restes? Tout à fait. On va continuer. Voilà. Voilà, donc l'architecture 2024, vous savez ce tableau récapitulatif qui vous permet de bien voir les niveaux d'aide. 25 000 pour l'animation sur 3 ans, volet émergence 12 500 sur 1 an et volet production exemplaire 6 000 € par projet. Voilà. À chaque fois, vous avez quel type de notification juridique est à l'origine en fait de la décision financière et vous avez des éléments en fait pour voir quel type de candidatures sont concernées par ces différents volets. Alors, on va revenir après en détail sur les éléments de ce tableau. Donc, diapo suivante. Tous les éléments, toutes les informations, toutes les remises à jour, toutes les modifications. S'il y a par exemple une démarche simplifiée qui est remise à jour, si il y a un élément du cahier des charges qui est modifié en cours d'appel à projet, tout est sur la page de publication de l'appel à projet GI2E sur le site de la DRAF Occitanie. Vous avez 2 liens. Un premier lien où vous pouvez retrouver donc tous les textes de cet appel à projet dans la rubrique aide, appel à projet régionaux, appel à projet GI2E. Donc, c'est très rapide pour retrouver cet appel à projet. Et puis, il y a une deuxième façon de retrouver l'appel à projet, c'est d'aller consulter la rubrique GI2E qui se trouve dans production et filière. C'est l'onglet le deuxième onglet à gauche, production et filière, durabilité de l'agriculture, agroécologie et GI2E. Voilà, donc deux lieux où trouver toutes les informations nécessaires pour l'appel à projet en lui-même avec les dossiers de candidature, les textes, etc.
Alors, on va passer à la diapo suivante. Diapo suivante, c'est pour vous donner quelques éléments donc, sur ce cahier des charges et comment il est lui-même constitué. Vous avez un cahier des charges qui regroupe tous les volets avec une première partie encadrée en rouge, c'est le cadre général. Le cadre général est valide pour tous les volets. Vous ne pouvez pas aller consulter directement chacun des volets. Il faut d'abord prendre connaissance de ce cadre général qui fixe les règles qui sont vraies aussi bien pour l'animation, la reconnaissance, l'émergence et la production exemplaire. Et puis, après, vous avez sur chacun des volets les modalités spécifiques qui sont précisées. Voilà, on va passer à la diapo suivante. En complément de ce cahier des charges, juste avant, vous aviez la liste des annexes qui sont proposées en accompagnement du cahier des charges. Elisa, la liste des annexes juste avant. Pardon, voilà. Alors, les annexes, c'est pareil, elles sont à consulter, c'est des documents de travail. Vous avez, là, je voulais faire un focus sur 2 annexes en particulier pour vous aider, vous accompagner. Vous avez l'annexe 2. L'annexe 2, c'est toutes les grilles de sélection. On vous a donné les grilles de sélection qu'on donne au comité de sélection. Voilà, donc vous avez là la base. N'hésitez pas à auto-évaluer votre dossier ou à le faire passer à votre voisin. Deuxièmement, il y a originalité, nouveauté plutôt cette année, le guide financier, d'accord. Guide financier GI2E 2024, où on va retrouver tous les éléments concernant la nature des dépenses et la constitution, voilà, étape par étape, du budget prévisionnel. Vous allez retrouver aussi les différents documents concernant le dossier de candidature. Alors, je vois une question donc de Lucille. Sur Internet, lorsqu'on remplit le démarche sur Mes démarches en ligne, il est inscrit que le maximum de l'aide est plafonné à 10 000 € par collectif en émergence. Est-ce une erreur? Oui. Donc, je cours rectifier l'erreur dès que nous avons raccroché. Ouf, oui. Alors, c'est une erreur, oui et non. L'originalité, c'est une originalité occitane, en région Occitanie, pour favoriser l'attractivité et maintenir le dynamisme du dispositif, nous avons dépassé le plafond autorisé. Normalement, toutes les émergences dans toutes les régions sont plafonnées à 10 000 €. Voilà. Diapo suivante. Dépôt des candidatures. Pour déposer votre candidature, donc je vois qu'il y en a déjà qui ont été téléchargés les questionnaires, reconnaissance, financement, de l'animation, émergence, production exemplaire, tout est en ligne sur des démarches simplifiées. Voilà, qu'on espère réellement simplifier. La nouveauté cette année, c'est qu'une fois que vous aurez rempli ces démarches simplifiées, vous aurez un lien. Ce lien, ce sera le lien vers une démarche propre à votre dossier qui suivra le GI2E tout au long de sa vie. Et donc, vous aurez une alerte à chaque fois qu'il y aura une démarche à faire, par exemple, ouverture des travaux, demande d'avance. La démarche va s'ouvrir au fur et à mesure de la vie du GI2E, ce qui nous permettra en fait, chacun de notre côté, d'avoir une certaine cadence dans la réalisation des différentes opérations, de ne pas oublier en cours de route des retardataires qui parfois se réveillent très tardivement. Et donc, il faut savoir que sur l'aspect instruction administrative et financière, la DRAF réalise toute l'instruction, mais délègue le paiement à l'Agence de services et paiements, l'ASP. Et l'ASP fonctionne avec des trains de paiement et il ne faut pas louper en fait ces trains de paiement parce qu'après, sinon, c'est difficile de retrouver un wagon où monter. Je ne sais pas si l'image vous convient, mais il va falloir s'astreindre, je pense, à une certaine rigueur dans le dépôt des différentes demandes pour pouvoir être réglé à temps. Voilà. Alors, bonjour, doit-on s'auto-évaluer et remplir la grille de sélection? Je n'ai pas vu la possibilité de la fournir sur le site Mes démarches simplifiées.
Alors, sur mes démarches simplifiées, vous pouvez, par le biais de la messagerie, rajouter autant de pièces jointes que vous voulez. L'auto-évaluation, elle est pour vous. Voilà. Elle est pour vous. Dans un premier temps, c'est un outil, je dirais, c'est un outil méthodologique. Vous pouvez vous auto-évaluer. Vous pouvez aussi me l'envoyer en disant, ben voilà, moi, je trouve ça. Est-ce qu'il y a des points à améliorer? Comment on peut faire? Avoir un conseil? C'est toujours possible jusqu'à la fin de la date de dépôt. Alors, on va passer aux diapos suivantes. Des petites questions-réponses qui ont été, qui ont été remontées par les inscrits. Alors, serait-il possible de connaître l'enveloppe globale disponible pour les projets GI2E en Occitanie en 2024? Tout projet confondu, oui, c'est possible de la connaître. Elle n'est pas définitive. L'an dernier, on était aux alentours de 870 000 € pour financer l'intégralité du dispositif 2023. Aujourd'hui, vu l'attractivité du dispositif, vu le nombre de dossiers en émergence qu'on a eu l'an dernier, 24, 23 financements de l'animation, 17 reconnaissances, on est plutôt sur une tendance à la hausse, donc l'enveloppe sera au moins aussi importante, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et ce qui va permettre voilà, de travailler, je pense, pour tout le monde confortablement. Quel appel à projet choisir, GI2E ou 30 000? Vous avez dans l'annexe 1 des documents une petite grille, un petit arbre de choix pour choisir entre une démarche de GI2E ou 30 000, de manière très simplifiée. Les groupes 30 000 concernent majoritairement la réduction des produits phytopharmaceutiques, alors que pour les GI2E, on est sur un collectif qui va expérimenter un projet pluriannuel de modification de pratique dans une approche systémique avec une triple performance. Donc, on est sur, sur un projet peut-être plus diversifié que ne peut l'être celui qui est porté par un groupe 30 000. Les deux dispositifs sont complémentaires, mais en aucun cas concurrents. Quel volet choisir entre émergence et reconnaissance? L'émergence, comme je l'ai dit, c'est pour les groupes qui ne sont pas encore constitués. Ça vous laisse le temps de vraiment affiner le projet pour directement le réaliser en reconnaissance. Le processus des sélections n'est pas le même. Il est plus, pas rigoureux, mais plus pointu en reconnaissance. Vous avez peut-être vu les grilles. Le niveau d'engagement et d'aboutissement dans la définition du projet n'est pas du tout le même. Et dernière question là, sur le lancement de l'appel à projet. Donc, les dates de dépôt des dossiers ont été avancées de manière significative cette année. Quelle est la motivation de cette modification par rapport aux années précédentes? Eh bien, le fait d'avancer un petit peu cette période, ça permet de s'aligner sur les dates des 30 000. Voilà, donc d'avoir finalement un lancement pour les collectifs agroécologiques qui est commun. C'est ce qui est normalement demandé dans l'instruction technique de 2019. Non seulement que les dates soient communes, mais que ce soit même un seul appel à projet en région. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, les deux dispositifs peuvent fonctionner de manière distincte, ce qui offre aussi plus de souplesse. Mais du coup, effectivement, ça va nous permettre, et ça c'est une conséquence plutôt positive, d'avoir des délais d'instruction qui sont avancés dans le temps et d'avoir généralement, enfin je pense qu'on va y arriver, des décisions d'arrêté et de notification d'accompagnement financier fixées à fin juin, voire début juillet, dernière limite. Voilà. Alors, ça, c'était pour cette première partie. Et on va passer assez rapidement à un point que vous avez tous demandé sur, vous étiez 18, je crois, ou 25 à demander des précisions sur l'éligibilité des candidatures. Vous avez donc 4 volets. Pour chacun de ces 4 volets, qui candidate? Alors, volet reconnaissance, normalement,
structure qui va candidater, c'est la structure porteuse du collectif d'agriculteurs. Ça doit être forcément une personne morale. Personne morale qui détient, voilà, où la majorité des agris détiennent le pouvoir de décision dans l'instance décisionnelle. Et les statuts doivent être existants au moment du dépôt de reconnaissance. Ce collectif, au travers de sa structure porteuse, va désigner une structure d'accompagnement et une structure de capitalisation. La structure accompagnatrice ou structure d'accompagnement, c'est elle qui va candidater pour l'animation, ou alors si le collectif n'est pas encore constitué, mais qu'il souhaite se faire accompagner pour l'émergence. Le choix de la structure voilà, va dépendre un petit peu de la configuration du projet. L'important, c'est que ce soit une structure compétente dans l'animation de projets de collectif. Là, on demande un numéro de SIRET obligatoire, puisqu'en fait, il y a une demande d'accompagnement financier. Pour les productions exemplaires, la structure qui va demander ce type d'appel à projet, c'est obligatoirement la structure de capitalisation. Et ce qui est fixé par instruction technique, c'est que la structure de capitalisation est forcément un organisme de développement agricole. Et pour que cette candidature ait lieu, il faut que la démarche du GI2E sur laquelle elle porte soit une démarche aboutie. Voilà. Alors, diapo suivante, Elisa, s'il te plaît. Finalement, ces 3 entités pour un GI2E vont permettre de rassembler le collectif, de l'animer, de porter donc son projet pluriannuel. Et c'est ce qui va bien figurer sur l'arrêté de reconnaissance. Je fais un petit point là. Un arrêté de reconnaissance, c'est donné pour une structure porteuse, une structure d'accompagnement, une structure de capitalisation, un collectif d'agriculteurs, donc une liste précise des agriculteurs et un plan d'action. Voilà, ces éléments-là figurent bien à l'arrêté de reconnaissance et c'est ce qui constitue le GI2E. C'est toutes ces entités réunies autour d'un projet et d'un collectif d'agriculteurs. Ça veut donc dire que s'il y a la moindre modification en cours de projet sur un de ces champs, il faut impérativement le notifier à l'administration. Diapo suivante. Alors, des questions qui me sont remontées. Une même structure peut-elle déposer 2 demandes d'émergence pour 2 GI2E différents la même année? Oui, pas de souci. Voilà, il y a 2 demandes d'émergence, 2 demandes d'animation aussi pour 2 GI2E différents, 2 demandes, voire même 3 demandes pour la production exemplaire. Voilà. Il y a même certaines structures qui demandent 3 émergences. Voilà, il n'y a pas de contrainte là-dessus. En reconnaissance, y a-t-il une liste exhaustive des structures porteuses possibles? Non, il n'y en a pas. Par contre, vous pouvez aller voir sur différents sites collectifs agroécologiques. Vous avez une fiche par GI2E et vous verrez là toutes les structures porteuses qui sont envisagées. Ça peut vous donner une idée. Alors, les fermes bénéficiaires doivent-elles toucher la PAC et ou être éligibles VIVEA? Une petite ferme qui ne rentre pas dans les critères définis par le DIAG agroécologie, par exemple, peut-elle être accompagnée? Alors, premièrement, les fermes ne sont pas bénéficiaires. C'est un collectif. C'est un collectif qui va pouvoir bénéficier de l'animation. Voilà. Donc, le collectif bénéficie de la reconnaissance. Une petite ferme qui ne rentre pas dans les critères de DIAG agroéco peut tout à fait faire partie du collectif qui lui-même donc va être accompagné. Mais il n'y a pas de… Les fermes ne vont pas toucher, entre guillemets, vont pas toucher de subventions ou d'argent directement. Alors, diapo suivante. Je te laisse lire, Elisa. Alors, est-ce qu'une société privée, un établissement scolaire par exemple, peuvent faire partie d'un GI2E? Oui, tout à fait. Soit comme partenaire,
premier exemple, soit même en intégrant directement la liste des membres du GI2E. C'est possible et ça existe. Le GI2E n'est pas une forme juridique. Il faut donc qu'il repose sur une association, par exemple, ou un GIE. Est-ce bien cela? Oui, tout à fait. Tout à fait. Le GI2E doit reposer sur une structure porteuse. Par contre, un GI2E, c'est une structure juridique, c'est une forme juridique, puisqu'un GI2E est éligible à certaines aides. Vous avez par exemple récemment des aides directes, un guichet d'aide directe qui a été ouvert pour les aides à l'investissement en filière fruits et légumes, où les GI2E sont éligibles en tant que GI2E. Donc, peuvent donc solliciter un accompagnement financier sur de l'investissement. Vous pouvez avoir également, enfin, la semaine prochaine, on ouvre un nouvel appel à projet, le Pacte E, où là aussi, les GI2E sont reconnus comme entité qui peut être éligible à des demandes d'aide ou à des demandes d'animation à la plantation de haies. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant. Et pour les membres du collectif, le fait d'appartenir à un GI2E permet une majoration de certaines aides. Voilà. En reconnaissance, est-ce que la structure porteuse peut être une cave? Oui, tout à fait. Si oui, faut-il que tous les adhérents de la cave soient dans le GI2E? Non. Ou que tous les adhérents du GI2E soient adhérents à la cave? Non plus. Voilà, c'est relativement souple. Il y a une petite question dans le chat aussi, Emmanuel. Pour un Oui. GI2E post-reconnaissance, la structure d'accompagnement peut-elle changer? Oui. Merci. Et l'émergence, il est possible d'être identifié par le Pacte E comme structure accompagnante pour la plantation. Oui. Oui, vous pouvez le mentionner, vous avez le temps, vous allez avoir certainement, je vous dis, l'appel à projet va sortir la semaine prochaine. Faire du lien entre les deux dispositifs. Le dispositif donc Pacte E sera porté aussi par le SR2A, ça peut être très intéressant. Alors, le dépôt d'un dossier sur démarche simplifiée se matérialise-t-il uniquement par l'annexe 5, dossier de candidature? Faut-il d'autres pièces justificatives ou d'autres informations? Les pièces justificatives adjointes sont listées, mais je ne vois pas cette liste de pièces justificatives. C'est-à-dire, là, qui c'est qui a posé cette question? Alicia, peut-être tu peux préciser ta question? Oui. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Oui, c'est bon. Oui, en fait, je suis toute nouvelle dans ce type de procédure, donc c'est peut-être un peu bête comme question, mais je suis en train de regarder le document, je crois comment ça s'appelle ce document, l'appel à projet 2024, voilà, le règlement. Et du coup, à un moment donné, il est expliqué qu'il faut faire le dépôt de candidature sur mes démarches simplifiées et qu'il faut remplir l'annexe 5, dossier de candidature. Et du coup, c'est en page 9, ça, que je voyais ça. Et du coup, il est écrit « Les informations demandées et les pièces justificatives à joindre sont listées en annexe 5, dossier de candidature ». Alors, en fait, quand vous allez aller sur démarche simplifiée, vous allez ouvrir votre démarche. Et là, dans la démarche, vous avez à télécharger le dossier de candidature correspondant, donc les éléments qu'il faut effectivement fournir, mais vraiment sur ce volet-là. On a essayé d'enlever voilà, tout ce qui pouvait être inutile. Et vous aurez aussi, dans la démarche simplifiée, les pièces justificatives à fournir. D'accord ? Oui, je comprends. Donc, je voulais pas, en fait, dans la rédaction, je voulais essayer d'avoir un cahier des charges qui soit pas trop lourd. Les pièces justificatives varient beaucoup en fonction des modalités de candidature et je préfère que vous les ayez au fur et à mesure sur chacune des démarches de manière spécifique, surtout qu'en plus, c'est une démarche qui est conditionnelle. Donc, suivant les champs que vous remplissez,
les réponses que vous donnez, il y a certains éléments de la démarche qui s'ouvrent ou pas. Ok, Et donc des pièces complémentaires qui vous sont demandées ou non. Voilà. d'accord. Donc, il faut que vous alliez sur la démarche. C'est pour ça qu'il ne faut pas se… Ça, c'est peut-être un petit point de vigilance pour tous. N'ouvrez pas votre démarche simplifiée vendredi 5 avril à 11 h en vous disant je vois à peu près ce que je veux faire. Il y a des pièces justificatives qui peuvent nécessiter en fait une décision en conseil d'administration. Il y a des listes d'agriculteurs. Enfin, il y a quand même un certain nombre de documents qui peuvent prendre un petit peu de temps à récolter. Voilà, donc il vaut mieux aller voir. Vous pouvez télécharger le questionnaire de la démarche. Quand vous êtes sur démarche simplifiée, il y a un téléchargé en format PDF. Et vous avez aussi la liste des pièces justificatives qui sont demandées. Voilà. Ok, je comprends. Merci. Oui, il y avait d'autres questions? Oui, alors il y a Caroline qui a levé la main. Oui, Caroline. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Désolée. Oui, en fait, c'était une question plus en lien avec les questions-réponses qu'il y avait sur la diapo, mais j'ai aussi plein de questions techniques, mais ça sera pour plus tard. En fait, dans la démarche simplifiée, on nous demande est-ce que le collectif est impliqué dans l'enseignement? Et en fait, je me demandais, est-ce que c'est parce qu'on a un partenariat entre le collectif et un lycée agricole, par exemple, ou est-ce que c'est que les agriculteurs du collectif font des interventions dans l'enseignement? Enfin, c'était pas très clair pour moi. Alors, c'est tout ça. Ça peut être toutes ces modalités-là, pardon. Ça peut être aussi l'exploitation d'un lycée est membre du collectif en tant qu'agriculteur, puisque c'est un agriculteur à part entière. Ça peut être aussi mon GI2E parraine un nouvel installé. Voilà. Ça peut être plein de formes possibles. Il faut essayer au maximum de formaliser ces relations partenariales, quelles qu'elles soient, par une lettre d'engagement ou alors une convention de partenariat. Pareil, sur le site de la DRAF, après le webinaire, je vous mets des exemples de conventions où voilà, figure effectivement mon GI2E fait des interventions dans les lycées. J'ai un agriculteur voilà, qui fait des journées portes ouvertes pour les étudiants, qui accueille en stage. Enfin, voilà, tout ce qui peut rentrer dans le cadre d'un partenariat avec l'enseignement agricole ou avec d'autres structures aussi. C'est un modèle à réinvestir. D'accord ? Ok, merci beaucoup. Les conventions, ce type de documents, ça peut être parfois assez lourd à produire pour avoir toutes les signatures. Donc, n'hésitez pas à nous signaler si vous n'avez pas eu le document au moment du dépôt. Voilà, le retour du document au moment du dépôt ou si ce n'est pas finalisé, à mettre convention en cours et à dire, ben voilà, on s'engage à la déposer dans tel ou tel délai. Hein, on n'est pas là-dessus. Voilà, il y a des pièces vraiment qui sont nécessaires pour l'éligibilité des candidatures, sur lesquelles on ne peut pas malheureusement fournir un dossier incomplet. Par contre, il y a des éléments, c'est vraiment des bonus en plus qui permettent de montrer voilà, que le projet va s'inscrire dans la durée et dans son territoire. Et là, c'est vrai que c'est plus long à construire. Donc, on admet que vous ayez effectivement des délais supplémentaires pour fournir ces éléments. Voilà. Alors ensuite, il y a 4 petites questions. Je propose qu'on les prenne et qu'ensuite on passe aux diapos suivantes parce qu'il restera 10 minutes sur le volet. Là, j'ai plus que 10 minutes parce qu'après, Elisa doit intervenir. Alors, on continue. Alors, du coup, donc je lis quand même les questions, Emmanuel? Je t'en prie. Est-ce que la structure animatrice peut-elle être la même que la structure de capitalisation? La structure porteuse peut être la même que la structure accompagnatrice, peut être la même que la structure de capitalisation. Il y a des cas de figure où toutes les planètes s'alignent. Merci. Alors ensuite, une question
question, où peut-on trouver la liste des aides majorées dans le cadre d'appartenance d'une exploitation à un GIE2E? Je pense en lien à ce que tu as dit tout à l'heure, si on fait partie d'un collectif, on peut avoir des... Alors, il y a un très très joli document qui existe en région Aura, qui n'existe pas encore en région Occitanie, que j'aimerais bien faire, mais qui est un petit peu compliqué pour l'instant. Vous pouvez aller consulter le site de la DRAF Aura, ça vous donnera une idée un petit peu de ce qu'il est possible de faire. Bon, à adapter, hein, parce qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes régions, donc sur les mêmes déclinaisons des appels à projets ou des aides. Et puis après, vous pouvez aller voir sur le site de la DRAF les différentes aides. À chaque fois qu'un GI2E est éligible ou qu'il y a une majoration d'aide pour collectif agroécologique, c'est toujours spécifié. Mais là, c'est à vous de voir éventuellement, pour l'instant, aide par aide, si votre collectif est éligible. Je n'ai pas encore trouvé de liste. Ensuite, je vois Julie Savarin qui a mis les années antérieures. Nous avions mis des collectifs comme structure candidate. Si on refait ceci cette année, est-ce un motif de rejet de la candidature? Est-ce nouveau ou une erreur de notre part qui a été tolérée? Erreur de votre part qui a été tolérée. Ce n'est pas une erreur. Vous devez avoir une structure porteuse morale qui doit, de manière à ce que, comment dirais-je, l'arrêté de reconnaissance vous permette d'être éligible. Ok, et donc dernière question avant de continuer. Y a-t-il des documents officiels à remplir entre la structure porteuse et la structure d'accompagnement, une convention de partenariat qui précise le reversement de l'aide une fois perçue par la structure porteuse? Et y a-t-il une règle dans la répartition de cette aide entre structure porteuse et accompagnatrice? Alors, c'est Lucille? Oui, c'est ça. La structure qui demande l'aide, c'est la structure d'accompagnement le plus souvent. Ce n'est pas la structure porteuse. Quand on regarde le tableau que je vous ai fait sur l'éligibilité des candidatures, la reconnaissance est demandée par la structure porteuse qui va désigner une structure d'accompagnement et une structure de capitalisation. Par contre, pour le financement de l'animation, de l'émergence, c'est bien la structure d'accompagnement qui demande le financement. C'est beaucoup plus simple comme ça. On peut envisager effectivement que ce soit la structure porteuse qui demande le financement, la redistribue à la structure d'accompagnement. Donc là, dans ce cas de figure-là, oui, il faudra une convention de partenariat. D'accord? Et il n'y a pas de règle de répartition de cette aide qui est fixée par l'État. Vous pouvez le faire, mais ça complique beaucoup les choses. Ouais, merci. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais je propose qu'on continue. Et si on n'a pas répondu à vos questions à l'issue de la présentation d'Emmanuel, qu'on revienne dessus. Ouais, on reprendra un temps d'échange de questions en toute fin de webinaire. Alors, à suivre, la sélection des projets. Donc, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus rapidement. Sélection des projets, simplement pour vous dire que cette sélection des projets, elle est clairement définie par les instructions techniques, en particulier celle de 2014 pour la reconnaissance. La reconnaissance, c'est un comité technique d'experts sur dossier complet qui va formuler un avis à partir des grilles de reconnaissance. Il y a un avis, cet avis qui est formulé par ce comité technique est soumis à la Coréamer et le DRAF valide au final la reconnaissance ou non. C'est un arrêté préfectoral qui est publié au recueil des actes administratifs. Sur l'animation, l'émergence, la production exemplaire, c'est des arrêtés d'attribution d'aide quand le montant financier ne dépasse pas 23 000 euros. Par contre, quand il dépasse 23 000 euros, ce qui est le cas souvent pour l'animation, là, on passe par le biais d'une convention financière avec la DRAF. Les projets sont évalués là aussi par des groupes de travail internes au ministère de l'Agriculture avec des personnes qui sont référencées parce que expertes de telle ou telle thématique. Et il y a une synthèse des avis qui est faite. Donc, on est toujours sur un mode de sélection des dossiers qui est collectif et sur des grilles qui sont posées. Voilà. Alors, point suivant. Simplement pour repartir sur la sélection des dossiers, moi, ce que je vous propose, avant de mettre le nez dans les grilles quand même, c'est de repartir sur des petits apports
sur la définition de l'agroécologie qui est publiée donc dans l'instruction technique de 2014, c'est elle qui pose les fondements. Ça vous explique quelle est la définition officielle de l'agroécologie. Donc, concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes, etc., etc. Je vous conseille vraiment, avant d'aller boucler votre projet, de bien relire ce document, ces définitions, et de garder toujours à l'esprit quelques mots-clés. La notion de reconception de systèmes de production. Il y a bien le mot production, le terme de projet pluriannuel, de combinaison de leviers, ce qui est une autre manière de dire qu'on a une approche systémique. On n'est pas juste sur une technique. Voilà. L'objectif de triple performance est aussi quelque chose qui est extrêmement important et qu'il ne faut pas perdre en cours de route. C'est bien une démarche collective avec un caractère ascendant. Implication, motivation de votre collectif d'agriculteurs. Ce n'est pas l'animateur qui porte tout seul la démarche. Voilà, on continue. Les grilles. Bon, alors les grilles, on pourra y revenir si vous voulez de manière plus précise en question, si vous avez des questions sur des items particuliers sur ces grilles, elles sont détaillées. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à auto-évaluer votre projet et éventuellement à prendre un rendez-vous en retour s'il y a des aspects que vous ne comprenez pas. Donc là, on a toutes les grilles normalement qui peuvent défiler. Lisa, donc reconnaissance, animation, c'est la même grille. Émergence, une grille qui est réadaptée puisque le projet n'est pas encore clairement identifié. Donc, on essaye de voir si il y a des moyens qui sont mis en œuvre pour que ce projet, effectivement, soit défini. Il n'y a pas de capitalisation pour les émergents. Ça, c'est un des points à souligner. Et puis, grille production exemplaire, quelque chose de très cadré qui n'existe qu'en région Occitanie, donc avec un système de points pour voir si, effectivement, le dossier tient la route ou pas. Voilà. Calendrier prévisionnel, c'est ce que je vous disais. On boucle 5 avril. Les décisions de reconnaissance, c'est début juillet et démarrage de projet dès l'automne. Prochain webinaire pour les nouveaux, on va dire fin septembre, début octobre, toujours avec Elisa et moi. Ensuite, voilà. Question. Alors, je ne sais plus qui a posé la question tout à l'heure. Le passage de l'émergence 23 à la reconnaissance 24 et l'histoire des diagnostics. Donc ça, c'est une question qui est revenue, je crois, une vingtaine de fois. Vous avez démarré une émergence tardivement cette année, du fait de la vacance de poste pour le suivi du dispositif des GI2E, donc novembre-décembre 23, pour les dernières décisions. Ici, on est déjà en mars 24. Vous allez poser vos candidatures en reconnaissance et animation pour ceux qui ont réussi et qui pensent être prêts. Souvent, les projets étaient de qualité en émergence l'an dernier, donc n'hésitez pas à déposer une reconnaissance. Les décisions vont intervenir en juillet 24. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est que de toute façon, votre émergence qui a dû commencer maximum décembre 23, il faut la terminer maximum décembre 24. Il faut démarrer votre animation de GI2E reconnue avant la fin de l'année de dépôt du projet, donc ça veut dire avant le 31/12/24. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va tolérer effectivement sur l'automne 24 la fin des projets d'émergence. Il n'y a pas de souci là-dessus. On ne va pas demander l'impossible aux porteurs de projets et aux collectifs dans la mesure où les décisions étaient tardives cette année. D'accord ? Priorités régionales, elles sont clairement inscrites, c'est les mêmes que l'an dernier, un tout petit peu rédigées. Atténuation du changement climatique, restauration de la biodiversité, de toutes les biodiversités naturelles, cultivées, voilà, ou élevées. Gestion quantitative ou qualitative de l'eau. Les projets des collectifs peu représentés seront aussi priorisés. Et les territoires de faible densité. Vous avez, pour vous aider peut-être dans le choix des thématiques,
voir un peu ce qui commence à se faire, les tendances, la mode en termes de thématiques en agroécologie. Vous allez avoir ça dans les éléments de planification écologique et les 7 mesures concrètes qui vont être mises en œuvre dès cette année pour accompagner les transitions du secteur agricole. Allez faire un tour sur ce petit lien. Vous aurez plein d'idées pour alimenter vos projets. Voilà. Le budget à remplir. Alors, par rapport aux autres années, très rapidement, on a beaucoup allégé. On vous demande du prévisionnel. On ne vous demande pas tout le détail du calcul des dépenses. C'est du prévisionnel, donc on ne va pas vous embêter sur un calcul extrêmement précis du coût horaire de tel ou tel salarié, sachant que dans 3 ans, quand vous allez déposer votre demande sur dépenses réelles, j'espère que le niveau de salaire de votre animateur ou animatrice aura été modifié, voire, si possible, augmenté. Voilà, donc toutes ces données qu'on vous demande, c'est juste pour savoir si votre projet, quelque part, est rationnel et tient la route. On vous demande quand même voilà, des estimations de devis pour les interventions. Si vous avez de l'achat de petits matériels, les dépenses sont contingentées dans certaines lignes, hein, par exemple 10% pour l'acquisition de petits matériels. Vous avez aussi, nouveauté cette année, on en rediscutera, la possibilité d'inscrire dans les dépenses de personnel le temps consacré par les agriculteurs. Essayez de regarder dans l'accompagnement, dans le guide d'accompagnement financier, il y a là-dessus des précisions qui sont données où il peut y avoir une reconnaissance du temps passé par les agriculteurs du collectif à l'animation, je précise, par le biais de conventions et qui permettent de compléter éventuellement voilà, les dépenses de personnel et voilà la qualité de l'animation aussi et d'implication du collectif. Voilà. Ensuite, question-réponse. Un membre de la structure porteuse bénévole peut-il être identifié pour former les membres du collectif et être rémunéré? Oui, si bien sûr. Il faut un devis et après, il faudra une facture. Toutes les dépenses devront être justifiées au réel. Il n'y a plus de forfait, que des dépenses au réel. J'ai dépassé déjà de 2 minutes, mais je grave. Oui. Valorisation du temps des agriculteurs, agricultrices en autofinancement, oui, tout à fait, c'est possible. Là aussi, ça permet, d'avoir une part d'autofinancement qui soit justifiée. Je vous rappelle donc que les aides demandées pour l'accompagnement financier, c'est 80% des dépenses totales éligibles. Donc, inscrire le temps des agriculteurs et agricultrices en autofinancement, oui, à condition, bien évidemment, que ce temps soit justifié par une convention précise de mise à disposition de l'agriculteur auprès de la structure accompagnatrice et auprès du collectif. Il faut que la convention porte le jour, le nombre d'heures, etc., etc. Donc, quelque chose de relativement précis. Et puis, une question qui m'a été posée de nombreuses fois, qui figure en fait dans l'instruction technique de 2019. Et en rédigeant effectivement le guide financier, je me suis aperçue que ce n'était pas quelque chose qui était forcément très clair pour tout le monde. Donc, je l'ai reprécisé. Oui, si la structure porteuse, par exemple, est une chambre départementale d'agriculture, j'ai compris que nous n'avions pas droit aux charges indirectes, car bénéficiaire de subventions CASDAR via le programme régional de développement agricole. Oui, à partir du moment où un organisme est déjà bénéficiaire de financement CASDAR sur l'année du projet, il ne peut plus être éligible sur les 15% de charges indirectes. C'est spécifié clairement. On a beau le retourner dans tous les sens, c'est vraiment ça que ça veut dire. Voilà. Je sais que M. Placé va faire remonter ça aux têtes de réseau au niveau national de manière à ce qu'il y ait éventuellement un aménagement lors de la prochaine instruction technique. Alors, diaporama suivant.
J'avais une question sur les engagements. Alors, les engagements, ils sont spécifiés dans chaque volet des cahiers des charges, mais globalement, si on reste très, très global, voilà, pour les agriculteurs, le fait d'intégrer un GI2E, ça veut dire participer aux échanges de pratiques au sein du groupe et avec d'autres groupes, participer aux événements techniques organisés en lien avec le projet et participer à la production des livrables destinés à être diffusés. Et puis pour la structure qui porte le collectif, alors je mettrai pour la structure qui porte le collectif, mais aussi la structure accompagnatrice, les deux, mais aussi la structure de capitalisation. Donc, toutes les structures qui gravitent autour du collectif, voilà, vous devez assurer le suivi et la gestion administrative du projet, réaliser les diagnostics, avoir des indicateurs, participer aux journées régionales, ainsi qu'aux réunions techniques proposées par la DRAF et la CRAO. Voilà. Transmettre les bilans partiels et définitifs du projet à la DRAF. Ça, c'est incontournable si vous voulez le règlement du solde et le passage de l'émergence à la reconnaissance. Et puis, voilà, il y a une autre obligation qui est très importante et je vais laisser la parole à Elisa sur ce point. Capitaliser et diffuser les résultats du collectif. C'est une obligation réglementaire des GI2E, qu'ils soient financés ou non. Je tiens à le préciser, l'implication, quels sont les engagements? L'engagement d'un GI2E est très important. C'est-à-dire qu'on demande, même si on ne sollicite pas d'accompagnement financier, on demande la réalisation du plan d'action et on demande également la capitalisation. Voilà. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là, Elisa. Éventuellement, s'il y a des questions, je vous laisse les noter par écrit. Et à la fin de l'intervention d'Elisa, on refera un point questions-réponses. Ça vous laisse aussi un petit peu de temps pour mûrir vos interrogations. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention et la qualité des questions. Merci Emmanuel. Ce que je peux proposer également éventuellement, c'est que pendant que je fais ma présentation, tu reprennes les questions du chat et que tu y répondes dans le chat si c'est possible pour toi. Et puis en effet, si on a le temps à la fin, pardon, on pourra reprendre du temps pour les questions. Hop, j'essaie de mettre mon diaporama. Vous le voyez bien? C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon, ok. Alors, moi, en effet, je vais vous faire un point sur ce qu'Emmanuel vient de vous dire, donc qui concerne la capitalisation des collectifs GI2E. Mais nous, en tant que Chambre régionale d'agriculture, on travaille aussi sur la capitalisation des groupes 30 000 en lien avec la DRAF. Donc, pour commencer, voilà. La capitalisation, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous, en tant qu'organisme chargé de coordonner cette capitalisation, on a une définition qui nous est donnée par l'instruction technique, qui est un document réglementaire qui missionne donc les chambres régionales pour accompagner dans la capitalisation. Et la définition qui nous est donnée, c'est donc que la capitalisation est entendue comme le fait de contextualiser, de formaliser, de rendre accessibles des informations relatives aux résultats et aux expériences des collectifs d'agriculteurs. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que la capitalisation, c'est d'organiser de la ressource ou de la donnée pour qu'elle soit diffusée et qu'elle puisse être compréhensible par quelqu'un qui ne l'a pas produite. Il peut être extérieur à votre groupe. Un peu plus concrètement, vous allez avoir donc des résultats techniques ou des modes d'organisation. Vous allez avoir des données qui vont être que vous allez produire via votre groupe. Ça peut être des notes, des tableurs, des relevés de terrain. J'insiste sur le fait que ce ne soit pas que des résultats techniques, mais ça peut être aussi voilà, des modes d'organisation, de comment fonctionne le collectif, de si vous avez voilà, lancé une technique d'animation, etc. Ça peut être des données également très intéressantes. Et ces données-là, l'idée, c'est ensuite de les analyser et de les organiser et de donc les formaliser aussi et de mettre tout ça dans un livrable. Ce livrable, ça peut être une fiche technique, un graphique, une présentation, une vidéo. Le livrable, il est évidemment à choisir
Et en fonction de vos résultats, mais aussi du public que vous allez viser, vous n'allez peut-être pas avoir le même livrable, la même façon de capitaliser en fonction du public que vous visez, si ce sont des agriculteurs, si c'est du grand public, si c'est pour des collègues animateurs ou animatrices. Donc là, une fois que vous avez fait ça, vous avez des données qui sont capitalisées et l'idée ensuite, c'est de pouvoir les diffuser. Et donc ce livrable, il sera diffusé auprès du public que vous aurez choisi via un réseau de diffusion que vous aurez choisi et qui sera le plus pertinent par rapport au livrable, par rapport au public choisi. Donc ça peut être via un site internet, une newsletter, un réseau social, etc. Pourquoi c'est important de capitaliser? Eh bien, tout d'abord, parce que ça vous permet de prendre du recul pour, pour les agriculteurs du collectif, pour l'animation de son collectif. En fait, capitaliser les résultats, capitaliser ce qui a été produit dans le collectif, ça vous permet d'avoir un petit peu un panorama de ce qui a fonctionné ou non et de se poser, de se dire avec le collectif maintenant, ben, qu'est-ce qu'on veut faire, voilà où on en est, où est-ce qu'on veut aller, et puis se questionner un petit peu sur ce que l'on a fait. Et puis ça permet également donc de définir ce que l'on souhaite diffuser à l'extérieur du groupe et comment et à qui. C'est également important de capitaliser pour l'ensemble des collectifs de développement agricole qui fassent partie de votre réseau ou hors du réseau, puisque l'idée de la capitalisation, c'est donc bien d'avoir un effet tache d'huile finalement sur les pratiques agroécologiques à l'échelle du territoire et que donc les pratiques qui sont mises en place par un collectif puissent être adoptées par ailleurs, par d'autres agriculteurs, par d'autres collectifs qui puissent expérimenter, etc. Donc, c'est une source d'enrichissement et d'échange. Bon, c'est également important pour les autres agriculteurs. C'est une source d'innovation et de nouvelles techniques à mettre en œuvre pour favoriser la transition agroécologique ou au sein du territoire, voire au-delà, c'est ce que je viens de préciser. C'est également important pour les politiques publiques, puisque ça permet de documenter la transition agroécologique dans le territoire, de dire où on en est en Occitanie, sur quoi on travaille, quelles sont les thématiques, quelles sont les problématiques, les enjeux. Et puis, ça permet également d'améliorer les politiques publiques en termes d'enjeux stratégiques, et notamment sur les fonds qui sont libérés. Et puis, on a également la recherche, c'est très important pour pouvoir faire du lien entre les connaissances théoriques qui peuvent être produites par le monde de la recherche au sens recherche théorique, et puis les connaissances produites via l'expérimentation, via ce qui est recherche appliquée. Donc, voilà, pouvoir faire le lien entre ces deux univers-là. Et c'est également important pour les étudiants et les enseignants pour créer de la ressource pour les futurs agriculteurs ou agricultrices et où les conseillers et conseillères qui vont pouvoir donc se nourrir de ce qui est produit au sein du territoire en matière de transition agroécologique pour pouvoir, eux, ensuite s'en inspirer et puis éventuellement pouvoir accompagner des acteurs sur le territoire. Alors, la capitalisation, pour faire assez rapide, elle se découpe en 4 étapes clés. Vous retrouvez ces étapes dans le guide qui a été produit par la Chambre régionale de PACA, qui est un petit guide de 5 pages dont vous avez le lien juste en dessous et on vous enverra les diaporamas pour que vous puissiez y accéder. Donc, les 5 étapes de la coordination de la capitalisation, c'est tout d'abord d'identifier les informations capitalisables produites par le groupe. Et ça, c'est quelque chose qui a à faire avec les agriculteurs au fur et à mesure de la vie de votre groupe, au fur et à mesure que vous avancez dans le GI2E. Comme j'ai dit avant, ça permet de prendre du recul sur le groupe, de savoir qu'est-ce qu'on a produit, qu'est-ce qu'on a envie de valoriser. Et j'insiste encore une fois, ça peut être d'ordre technique, mais pas que. Sur le deuxième point, il faut identifier le public. La deuxième étape, c'est donc d'identifier le public cible. Donc,
comme je l'ai dit précédemment, ça peut être des agriculteurs, des citoyens de manière générale, des conseillers, des techniciens, etc., en se posant diverses questions que vous allez pouvoir retrouver dans le guide. Donc, je ne vais pas vous les détailler là maintenant, mais voilà, le guide que vous avez là va vous permettre pour chacune de ces différentes étapes d'avoir différentes questions auxquelles on veut répondre pour capitaliser au mieux ces résultats. La troisième étape est donc de produire des supports de transfert qui doivent être, encore une fois, adaptés au public cible. Donc, la fiche, la journée technique, le poster, la vidéo, le guide pratique, l'article dans une revue, tout en gardant en tête qu'on a un outil par public cible. On ne peut pas produire la même chose si on veut viser notre collectif d'agriculteurs à l'intérieur du collectif de mon GI2E que si on veut parler à un citoyen lambda de ce que fait le collectif. Et puis, petit 4, donc, la dernière étape, c'est bien de diffuser l'information, de rendre l'information accessible. Et donc, cette partie de diffusion fait bien partie de la capitalisation. Il faut bien avoir ça en tête. Hop. Donc, ce que je vous propose après, c'est de réfléchir à comment construire son plan de capitalisation. Donc, vous trouvez ici un petit tableau qui a été fait et qui est assez simple à remplir sur voilà, les questions qu'il faut qu'on se pose, en tout cas pour réfléchir au plan de capitalisation. Ça, c'est très important pour les groupes qui sont notamment en émergence, de se poser et de commencer à pré-remplir le tableau, de commencer à réfléchir un petit peu à la capitalisation que vous voulez mettre en place, quitte à ce que ça soit revu après au cours de votre GI2E, parce que vous aurez besoin, comme je l'ai précisé avant, aussi de le faire avec les agriculteurs. Et puis, en fonction des résultats, et voilà, vous pourrez changer ce plan. Mais toujours est-il que c'est important que vous ayez la vision en amont avant d'être reconnu et, voilà, et de pouvoir après retourner sur ce plan. C'est d'ailleurs demandé lorsque vous allez déposer le dossier d'avoir réfléchi à votre plan de capitalisation. Alors, pas forcément tel quel, mais en tout cas, si vous le déposez tel quel, c'est un élément en plus. Et on en discutait juste avant avec Emmanuel, c'est du bonus, quoi. Tout à fait. Voilà. Donc voilà, je vous invite à y réfléchir, à le remplir et à vous référer au compte-rendu du séminaire des animateurs et des animatrices de 2022 pour savoir comment on remplit ce plan de capitalisation. Vous allez avoir le lien quand on vous enverra le diaporama. Voilà. Alors, ensuite, sur les acteurs de la capitalisation, je vais passer un peu rapidement parce qu'Emmanuel l'a déjà un petit peu présenté, mais donc, il y a une structure qui peut être choisie pour la capitalisation. Ça répond à la question qui avait été posée juste avant. En effet, ça peut être la même structure que celle qui anime, mais ça peut en être une autre également sur la partie capitalisation. Et là, l'idée de cette structure-là, c'est qu'elle va élaborer un plan de capitalisation, choisir les informations, les supports pour la capitalisation, diffuser les productions et animer et accompagner le collectif si c'est en effet la structure qui anime également. Par ailleurs, oula, ça fait des choses très bizarres ce diaporama, je suis désolée. Il y a donc la coordination de la capitalisation. Donc là, le but, c'est d'accompagner les animateurs dans la mission de capitalisation et de diffusion. Là, c'est porté par la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie et par la DRAF. Donc, sur le volet GI2E, c'est Emmanuel et moi-même. Et sur le volet 30 000, c'est Calypso Pico pour la Chambre régionale d'Occitanie et Florie Richard pour la DRAF. Et là, l'idée de la coordination de la capitalisation, c'est de permettre des échanges techniques, des résultats et d'échanger sur les expériences entre les différents organismes, d'appuyer à la diffusion des actions et des résultats qui ont été réalisés au sein d'un public large et d'articuler la capitalisation entre la diversité de démarches et des projets de territoire qu'ils peuvent avoir. L'idée aussi, c'est de faire un petit réseau et de faire également appel à vous dans le cadre de s'il y a des journées, par exemple, des journées IRD, les journées là, de recherche et développement. Enfin, voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi vous appuyer pour diffuser vos résultats. Hop. Et plus concrètement, donc les outils des animateurs en Occitanie, on a créé une boîte à outils des animateurs
vous la retrouvez ici. Donc, rapidement, ce qu'on propose, c'est des webinaires comme celui auquel vous participez aujourd'hui, mais on a aussi des webinaires d'accueil pour les nouveaux animateurs et nouvelles animatrices. On a également des webinaires techniques. Cet ensemble de webinaires, pour l'instant, il est hébergé sur une chaîne de webinaires. L'idée, c'est qu'on va la passer sur YouTube pour que vous ayez accès à l'ensemble des webinaires tout le temps. Vous y avez déjà accès d'ailleurs, mais l'idée, c'est qu'on le passe sur une nouvelle plateforme. Donc ça, on va y retravailler un petit peu ensuite. On organise également un séminaire des animateurs et des animatrices. C'est un séminaire annuel qu'on a fait donc l'année dernière. Il y en a d'ailleurs quelques-uns qui participent au webinaire qui étaient là la semaine dernière. Et donc, c'est un séminaire qui vous permet donc à la fois de vous rencontrer et de vous ressourcer sur le volet capitalisation et sur le volet animation. Il y a également l'organisation de journées filières où là, l'idée, c'est d'avoir des échanges peut-être un peu plus techniques en lien avec la filière sur laquelle vous travaillez. Donc, il y a des filières, des journées grande culture, polyculture élevage, viticulture. Je vous invite également à aller voir le site RD Agri, qui est un site sur lequel vous devez déposer votre capitalisation, enfin vos livrables de capitalisation. Alors, je vais vous montrer très rapidement ce qu'il en est de ce site pour que vous ayez une idée. Donc, vous devez, c'est une obligation de déposer des choses, des livrables capitalisés sur ce site internet-là. Et donc, sur ce site, vous pouvez également, à l'inverse, il fonctionne comme un moteur de recherche, aller voir ce qu'ont produit vos collègues et sur les autres collectifs. Donc là, par exemple, si je prends l'Occitanie et que je recherche quelque chose sur les couverts, bien, je vais avoir l'ensemble des documents. Donc, vous voyez que ça en fait quand même pas mal. Bon, en même temps, c'est sur toutes les années, depuis les années, vous voyez, 2000. Donc, ça en fait un bon paquet. Mais donc, ça vous permet aussi de vous ressourcer. Le deuxième site internet dont je voulais vous parler, c'est le site de collectifagroécologie.fr, qui est très important même là pour réfléchir sur dans le cadre de l'appel à projet, puisqu'il y a une page donc, qui est spécifique pour l'Occitanie. Et sur cette page, vous avez une cartographie. Et sur cette cartographie, vous pouvez voir l'ensemble des collectifs et leur répartition dans le territoire. Et vous pouvez faire des recherches donc, par projet, par région, mais aussi vous voyez que voilà, les points bleus, c'est les GI2E, les fermes 30 000, les défis, et qu'on peut faire donc des sélections. Par exemple, si je choisis de voir que les GI2E qui travaillent sur disons la viticulture, voilà, je les enlève tous. Et puis, voilà, sur le sujet de, je sais pas, conservation des... Ça n'a pas marché. Enfin bon, vous pouvez aussi trier par thématique de travail. Et en fait, vous allez avoir les différents points qui vont se mettre de couleur. Bon, là, j'ai très mal choisi mes exemples, donc c'est un peu compliqué de voir les résultats. Mais en gros, voilà, les résultats conservation des sols, là, vous voyez, ils sont de couleur beige. Et donc, vous allez pouvoir avoir les collectifs. Et donc là, par exemple, j'ai un GI2E. Je vois le titre du projet, je vois son département, le nombre d'agriculteurs engagés. Et j'ai même accès à la structure qui anime et au courriel de l'animateur si j'ai envie donc de le contacter pour savoir pour en savoir un petit peu plus sur son groupe. Voilà pour ce site internet là qui vous permet donc aussi de vous ressourcer et de trouver d'autres collectifs et animateurs. On met également en place l'agenda de l'agroécologie, donc ça c'est hébergé sur le site de la Chambre régionale d'Occitanie. Et là, l'idée, c'est de recenser l'ensemble des événements qui ont un lien avec la transition agroécologique sur le territoire de l'Occitanie. Donc, si vous avez, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des événements. Et si jamais vous avez une actu à partager, vous pouvez remplir le formulaire qui se trouve ici en ligne. Et ça va de façon quasi automatique, puisqu'il y a une validation quand même que l'on fait juste après. Ça va le mettre sur le site internet. Et donc, ça va pouvoir être diffusé, puisqu'ensuite, nous, on réalise également une newsletter. Donc, dans cette newsletter, là, vous ne voyez pas très bien, mais globalement, ce qu'on met, c'est donc un petit focus général. On met les actus. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi c'est si petit, mais bon, ce n'est pas
très, très grave, je vous le dis quand même à l'oral. Donc, un focus. Les actualités, là, on reprend ce qui a été publié sur RD Agri. Donc, le mois dernier, ce qui a été publié, on va le remettre là. On a également une section, donc, agenda de l'agroécologie, ce que vous aurez mis dans l'agenda, on le met ici, une petite vidéo du mois et puis un petit encadré sur les appels à projets et notamment ce dont parlait Emmanuel, les différents appels à projets qui ne sont pas uniquement ceux de GI2E et 30 000, mais les autres appels à projets auxquels vous pouvez candidater. Voilà pour la newsletter. Oui. Alors, pour la newsletter, je voulais juste rajouter éventuellement, les émergents, en fait, peuvent avoir déjà dès la phase d'émergence des résultats à nous faire remonter. Pour l'instant, il n'est pas possible de publier directement sur RD Agri. Voilà, parce qu'en fait, ça ne fait pas partie d'un GI2E reconnu. Mais vous pouvez faire un petit article pour présenter vos résultats, valoriser votre démarche, l'envoyer à Elisa, qui le diffusera via la newsletter. Et puis nous, on peut le reprendre aussi dans les ressources sur le site de la DRAF de manière à valoriser quand même la démarche. Et après, quand le GI2E sera reconnu, on pourra tout centraliser depuis le démarrage du collectif sur le site effectivement RD Agri. Voilà. Ouais, merci pour cette précision, Emmanuel. Et donc sur la boîte à outils, pour finir, on a également donc Rezana qui est la plateforme que l'on partage avec la DRAF pour vous partager l'ensemble des outils, enfin des livrables que nous on produit. Et puis il y a également Aglaé, je vais passer très rapidement là-dessus, mais c'est donc un dispositif mis en place par la Chambre régionale de l'agriculture qui vise à certifier les pratiques agroécologiques innovantes. Donc, alors là, c'est pas du tout bien localisé puisque c'est bien en Occitanie. Mais donc, l'idée, c'est si vous avez une pratique agroécologique innovante, vous le proposez donc à Aglaé. Pour l'instant, ils ont travaillé uniquement sur les filières grandes cultures, mais ils sont en train de travailler également sur les filières viticulture également. Et en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, vous voyez, cette pratique, elle puisse être passée par un comité qui va la valider. Donc, ces comités font partie donc, des différents partenaires, que ce soit des instituts techniques, mais il y a également l'INRAE, les coopératives, etc. Enfin, voilà, il y a un ensemble de partenaires qui vont valider la technique. Et l'idée ensuite, c'est de pouvoir diffuser cette nouvelle pratique en faisant une petite fiche sur l'exploitation, en faisant une explication sur le site internet, il y a un témoignage complet, il y a également une vidéo pour l'agriculteur qui a mis en place cette pratique, etc. Enfin voilà, et il y a en tout cas, via ce projet-là, on nous accompagne également dans la capitalisation de cette pratique. Voilà pour ça. L'ensemble de ces outils peuvent être retrouvés dans le guide que je vous enverrai ensuite, qui est donc un guide que l'on va revoir, mais en tout cas pour l'instant, ils sont tous sur ce guide-là. Et puis, ça, on va pas passer dessus, mais en tout cas, quand je vous enverrai le diapo, vous pourrez voir qu'il y a différents exemples de capitalisation, des vidéos, des fiches, des podcasts, des événements. Il y a tout un tas d'événements. Et puis, pour finir, simplement, juste pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, il y a l'étiquette, voilà, un label, exactement. Le label Unisson, donc les voix de l'agroécologie, un label pour fédérer les acteurs d'Occitanie, mettant en avant les changements durables de pratiques agricoles sur le terrain. Donc, Julie Savarin, qui était connectée là pour le webinaire, en a fait d'ailleurs un atelier lors du séminaire de la semaine dernière. Et donc, l'idée de ce label, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est que vous puissiez le repérer lors d'événements en vous disant, ce label, il parle de pratiques agroécologiques et je peux aller me ressourcer sur ce stand-là parce que je vois ce label. Et à l'inverse, si vous voulez capitaliser et participer à des événements et que vous parlez de transition agroécologique en Occitanie, vous pouvez utiliser ce label. Emmanuel ? Oui, donc il y avait une question de Marie-Julie. Est-ce qu'on peut utiliser les logos Unisson, GI2E, même quand on est émergent? Oui, bien sûr, parce que vous faites partie des dispositifs des collectifs agroécologiques. Au contraire, allez-y, diffusez.
Alors, Unisson, il y a un cahier des charges qui est en train d'être rédigé. Donc, voilà, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait validé. Mais voilà, en tout cas, vous avez un petit peu l'esprit du label. Hop, bon, je vous laisserai lire un petit peu les diaporamas quand vous les aurez. Là, c'est des exemples d'événements sur lesquels le label a été utilisé. Et pour finir, juste voilà, je vous laisse cette diapositive sur laquelle vous avez plusieurs liens via les sites de la DRAF ou de la Chambre. Et si vous voulez être abonné à la newsletter, nous l'envoyons tous les deuxièmes vendredis du mois. Donc là, elle arrivera ce vendredi-là. Si vous voulez être abonné, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me prévenir. Et puis, on vous mettra dans la liste de diffusion. Voilà, j'en ai fini sur cette présentation express. Bravo, Elisa. Voilà. Donc, je me suis permis de répondre à vos questions. Et donc, il y avait une question sur le plan de capitalisation est-il à prévoir dès le dépôt de la candidature en émergence? Non, pas pour l'émergence. La phase d'émergence va permettre de construire ce plan de capitalisation et de proposer pour la candidature en reconnaissance un plan de capitalisation et des actions de capitalisation clairement définies. On est prêt à commencer quand on fait la candidature de reconnaissance. Voilà. Très bien, je vois que tu as répondu à plein de questions pendant que je faisais la présentation, c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voulez prendre là maintenant avant qu'on se quitte? Des choses qui vous brûlent la langue? Voilà. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels vous avez des difficultés et vous avez besoin éventuellement de précision? Vous pouvez prendre la main alors. Caroline, ouais, qui a levé la main. Oui, je me permets parce que j'avais mis la question dans le chat, mais je pense qu'elle était trop haut, donc elle n'a pas été vue. Et je me dis que ça peut être utile pour d'autres. C'est pas très grave. C'est par rapport au bilan de l'émergence. Parce qu'en fait, sur Démarche simplifiée, on nous demande de charger un bilan de l'émergence. Sauf que, je suis désolée, on frappe à ma porte. Bon, c'est pas grave. Voilà, on nous demande de télécharger un bilan de l'émergence, mais je me demandais s'il y avait une trame, un modèle. J'ai vu qu'il y avait les annexes 7 avec plusieurs bilans. Or, ces bilans, par contre, en regardant, j'avais l'impression que c'était plus des bilans d'animation, parce qu'on nous demandait, par exemple, des indicateurs de suivi, un bilan de capitalisation. Donc, voilà, c'était ça qui est resté assez flou pour moi. Alors, les bilans qui sont fournis en annexe 7, il y en a 4. Il y a un bilan de capitalisation, il y a un bilan financier, il y a un bilan du plan d'action. Vous pouvez les réutiliser pour les éléments qui concernent uniquement votre émergence. Par exemple, les aspects capitalisation en phase d'émergence, on ne vous les demande pas. J'ai proposé ces trames de bilan parce qu'elles permettaient d'être facilement adaptables aux différents volets. Vous n'êtes pas contraint sur la forme utilisée pour présenter vos bilans. Il nous faut un compte-rendu d'exécution et il nous faut un bilan financier. Voilà, ça c'est les deux formes, c'est les deux éléments. Après, vous pouvez choisir la forme qui vous convient le mieux. Je propose des trames qui me paraissent intéressantes parce qu'elles sont relativement exhaustives dans les thèmes abordés, mais rien ne vous empêche de proposer autre chose. Au contraire, j'essaye. L'idée, c'est d'enrichir le dispositif avec des outils qu'on se partage. Mais il n'y a pas effectivement sur la forme des bilans quelque chose d'obligatoire qui est demandé. Donc, c'est un peu laissé libre et puis ça peut aussi évoluer. D'accord ? Merci beaucoup.
Alors, il y avait une question, je crois que c'est de Julie. Une fois qu'on a fini l'émergence, au bout de combien de temps on peut avoir le règlement de la phase d'émergence? Tout va dépendre, en fait, quand vous avez terminé votre action d'émergence, au bout de combien de temps vous nous faites un retour sur les différents éléments, à savoir le bilan effectivement financier avec tous les justificatifs des dépenses réelles, un dossier complet, et le compte-rendu d'exécution. Voilà. À partir du moment où on a toutes ces pièces, que le dossier est complet, on peut, si on travaille bien, on peut arriver à un délai d'1 mois seulement. Voilà, c'est l'objectif. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on recrute un instructeur supplémentaire pour gérer l'instruction financière et administrative du dispositif GI2E, donc à la fois l'appel à projet, mais aussi la gestion quotidienne. Donc, on devrait retrouver un petit peu plus de réactivité, on va dire, dans les règlements financiers que ce que vous avez pu connaître pour ceux qui sont déjà dans le dispositif depuis un moment. Il y a, c'est vrai, énormément de dossiers en souffrance qui datent, certains d'entre eux, de août 2022. Donc, on essaye de combler ce retard d'instruction puisque le poste a été vacant, mais ça prend du temps. On a 114 dossiers en souffrance, il faut une journée par dossier. Voilà, mais on va y arriver et l'idée, c'est bien entendu de réduire au maximum les délais. Dernier point, simplement pour vous dire que suite à ce webinaire, donc vous allez avoir les documents, le webinaire est enregistré, donc il va être conservé sur une durée limitée, le temps de l'appel à projet actuel. Et vous avez la possibilité aussi de demander un rendez-vous, un temps d'échange pour expliquer votre projet, pour lever les interrogations avant le dépôt final de votre dossier de candidature. C'est valable pour toutes les candidatures, vous n'êtes pas en compétition et notre rôle est bien de vous accompagner au mieux et de répondre éventuellement à vos difficultés. Surtout, j'entends pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas forcément encore l'habitude, du dispositif. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est l'intérêt, la richesse de ce dispositif, c'est que tout n'est pas forcément cadré. Et ça peut parfois être un petit peu déroutant. Ouais, merci Manuel. Juste, on a 2 petites questions et puis après, on se dira au revoir. Enfin, 2 petites questions, 2 mains levées en tout cas. Je vois d'abord Lucie. Pas sûr, Emmanuel a répondu à ta question. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Tout d'abord, merci beaucoup Elisa et Emmanuel. C'était vraiment une super présentation. Ça a répondu à beaucoup de nos questions. Moi, j'ai une question qui est un peu précise et peut-être qui dépend de notre projet. Donc, à voir, ça pourra faire l'objet d'un échange peut-être ultérieurement par téléphone. On est en phase donc de déposer un dossier de candidature pour une émergence avec un projet en agroforesterie avec une vingtaine d'agriculteurs dispersés un peu partout sur le département du Tarn. Et donc moi, je me suis un petit peu renseignée sur les autres GI2E qui existaient, notamment celui de Haute-Marne qui a déjà débuté qui vient de finir son animation. Et eux, ils ont rencontré, le principal frein qu'ils ont rencontré, c'est quand même l'éloignement des producteurs dans la mobilisation du GI2E. Donc beaucoup de producteurs qui finalement ne pouvaient pas venir au fur et à mesure des réunions. Nous, on a l'habitude d'accompagner ces agriculteurs puisqu'on le fait déjà depuis quelques temps avec notre association et on se demandait est-ce que c'est possible de monter un GI2E donc au niveau du département du Tarn, mais divisé en 3 noyaux selon les zones où du coup il y aurait environ 7 à 8 agriculteurs investis dans chaque noyau. Donc il y aurait une dimension territoriale sur certaines actions comme certains événements très précis, mais la dynamique vraiment de développement du GI2E serait répartie sur les 3 noyaux. Je ne sais pas si ma question est assez claire.
Donc C'est là, en vraiment, fait, ouais, vous êtes sur une candidature en émergence. en émergence. D'accord. Donc oui, c'est possible. Avec attention, une remarque quand même, il faut que les projets portés par chaque petit groupe soient vraiment spécifiques au territoire auquel ils appartiennent pour légitimer en fait la séparation en plusieurs groupes. Est-ce que vous comprenez cette remarque? Oui, oui, et en plus, c'est Et d'autant plus exactement. qu'après la reconnaissance, en reconnaissance, il faudra que cette spécificité territoriale soit clairement présentée. Je vous le dis parce que l'an dernier, on a eu en reconnaissance 2 dossiers portés par la même structure sur 2 projets de GI2E très similaires sur 2 vallées différentes, avec justement ce problème de mobilité des agriculteurs. Et le comité technique qui donnait un avis et la Coréamer également par la suite, et le DRAF au final n'a pas validé 2 GI2E, mais a bien validé un seul GI2E qui regroupait les 2 collectifs, parce qu'on a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de spécificité liée à chacun des territoires et que le fait de mélanger en fait finalement des agriculteurs de territoires différents était une richesse. Voilà. Donc, je préfère vous donner l'illustration aussi de ce cas de figure où il n'y a pas eu véritablement de spécificité territoriale démontrée qui a permis de légitimer des GI2E, on va dire, ou des groupes émergents isolés, chacun Ok. sur leur... Voilà. Juste Ok. pour être sûr d'avoir bien compris, parce que nous, on a hésité justement à déposer 3 GI2E différents parce que les noyaux sont vraiment très différents au niveau des enjeux, au niveau de beaucoup de choses. Mais on préférerait déposer un GI2E global sur tout le territoire, justement pour avoir vraiment plus cette dynamique quand même de territoire. Mais ce qui signifie que toutes les actions vont être menées dans 3 zones différentes et du coup, ça multiplie à chaque fois pour les actions, le nombre de jours, par exemple. Ça multiplie le nombre de déplacements. Oui, j'entends bien, j'entends bien. Mais peut-être que les actions peuvent être différentes, légèrement différentes d'un territoire à un autre. S'il y a vraiment une spécificité territoriale, on a aussi la possibilité de ne pas conduire, d'avoir comme un petit peu quand on met en place des essais, des modalités différentes de mise en place de pratiques. Sur ce territoire-là, on va essayer un plan d'action voilà, qui est plutôt, je ne sais pas, basé sur de la régénération spontanée. Sur tel autre, on va plutôt spécifier tel type d'espèces champêtres. Voilà, je pense qu'on peut travailler sur des modalités différentes qui permettent de légitimer effectivement le fait qu'on ait des groupes et donc un suivi divisé en 3. Voilà. Ok, Ok. bon, merci. Et on peut Merci en rediscuter, hein. Il n'y a pas de souci. Vous n'hésitez pas à me prendre un rendez-vous sur la boîte mail GI2E ou à mon adresse mail. Il n'y a pas de souci. On peut prendre le temps vraiment de bien revoir le plan d'action. Et en tout cas, en phase d'émergence, ça ne pose pas de problème d'avoir 3 groupes. Ok, donc merci. Du coup, Emmanuel, peut-être juste, pardon, Estelle, juste pour finir sur ta question, c'est une question qui concerne tout le monde. Sinon, comme le disait Emmanuel, voilà, on pourra reproposer des échanges plus spécifiques. Je te laisse la Oui, parole. bonjour. Merci d'abord pour toutes ces explications. C'était juste une petite question technique concernant le site donc démarche simplifiée. Dans un volet émergence, il est indiqué que les actions du GI2E émergent seront au maximum de 3. Et donc, si j'ai bien compris, c'est pilotage du projet, accompagnement, réalisation de diagnostic et formation professionnelle. Et par contre, quand on regarde le
tableau Excel de l'annexe 5, il me semble. Il y a différents types d'actions et j'imagine que c'est des sous-objectifs ou des sous-actions, parce qu'il y a des listes déroulantes et il y a beaucoup plus de choix. Oui, c'est ça. C'est pour pouvoir développer notre Voilà, nos objectifs. on va dire qu'on a un passage obligatoire sur 3. D'accord. 3 actions, d'accord. Mais après, vous pouvez préciser au choix toutes les actions. Plus c'est détaillé, alors attention, plus c'est détaillé, plus c'est intéressant. Mais plus c'est détaillé, plus ça vous engage aussi. Oui. En termes de réalisation. Voilà. Et puis, il faut aussi avoir un équilibre entre le temps que vous allez passer à ce plan d'action et ce que vous allez au final pouvoir réaliser. D'accord ? D'accord. Donc, l'idée, c'est de conserver une souplesse, de vous flécher vraiment sur 3 actions auxquelles il faut penser. Mais si vous avez d'autres idées, au contraire, il y a une souplesse là-dessus. Pas de souci. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents aujourd'hui. On espère qu'on a pu répondre à vos questions. Dans tous les cas, on reste disponible, Emmanuel et moi-même, pour vous répondre. Et puis, comme le disait Emmanuel, voilà, pour prendre un temps avec chacun sur vos questions plus spécifiques et pour vous accompagner. Voilà. Je ne sais pas si Emmanuel, tu veux rajouter un petit mot sur la fin. On va mettre les différents documents dont je vous ai parlé sur le site de la DRAF, ou au moins les liens. Et puis vous dire que j'ai collecté toutes les questions possibles et imaginables qui sont remontées depuis les dernières années sur les GI2E. Et je vais vous mettre un petit tableau classé avec les bons éléments de réponse. Il faut juste que je les vérifie. Ça vous donnera une idée du questionnement. Et donc, je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions parce que ça aide à construire la présentation, mais aussi à comprendre le dispositif et puis la marge de manœuvre qu'on peut avoir dans ce cadre qui est fixé. Voilà, je vous souhaite bon courage pour votre rédaction. N'hésitez pas à faire appel à Elisa et à moi. Donc, Elisa, plus sur la partie plan de capitalisation et puis moi, plus pour le reste, on va dire. Voilà, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Très bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.